On va voir l'exercice 5. Pourquoi je l'ai choisi exprès? Ça vous montre un peu les différences qui existent entre les différents cas de figure. Et donc, à chaque cas de figure, c'est ce que j'ai dit. Et ça, c'est une règle, je suppose qu'on vous l'a apprise en algorithmique. C'est que pour faire des solutions, la première des choses, c'est de lire le texte et de tirer toutes les données du texte. Ça, c'est le principe général pour écrire des solutions en informatique. C'est que vous avez un texte, il faut l'exploiter au maximum. Bien entendu, vous l'exploitez au maximum en ayant en tête les concepts, je dirais, de cours que vous utilisez et qui vous permettent de combiner ces données pour arriver à la solution. Alors ici, dans l'exercice 5, ça va vous présenter un autre contexte un peu différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc là, on parle le contexte d'un programme, puisqu'on a parlé dans le cours c'est quoi le contexte. Donc le contexte d'un programme s'exécutant sur le MC68000. Alors le MC68000, c'est quoi? C'est un des premiers processeurs qui était mis en œuvre pour des machines Macintosh. Donc vous savez que vous avez des PC principalement qui ont des processeurs Intel, et vous avez les Macintosh qui ont des processeurs Motorola. Donc le MC, c'est quoi? C'est pour Motorola Corporation. Donc c'est d'autres processeurs qui sont le Motorola. Malheureusement, donc dans l'architecture des ordinateurs, le Motorola n'est pas enseigné, mais ça vaut le coup d'avoir une idée sur le Motorola, comment il fonctionne, qui est un peu différent par rapport à l'Intel. Alors, donc, ici, le contexte sur le MC68000, il est constitué de 16 registres généraux. Donc là, le contexte, ce n'est autre qu'on peut dire que le contexte est égal au registre contenu des registres R0 jusqu'à R15. En plus, deux autres registres qui sont le compteur ordinal, qui est PC. Donc, c'est PC qui veut dire programme counter, donc c'est le compteur du programme. Alors ça, c'est un peu la terminologie aussi qui est utilisée dans le processeur Intel aussi, quand vous lisez par exemple la structure des ordinateurs ou la Bible du PC, vous allez trouver effectivement un registre qui s'appelle PC et qui n'est autre que le compteur ordinal. Vous avez aussi un autre registre qu'on appelle le registre d'état et il s'appelle PS, qui permet de dire processeur status. Donc c'est le statut du processeur. Donc la structure de ce registre, qui est le PS, il est sous cette forme-là. Donc, il est composé de 16 bits et ça vous donne les différents bits qui sont utilisés. En particulier, vous avez le masque d'IT qui est composé des bits 8, 9 et 10. Donc, 3 bits qui composent le masque d'IT. Alors, ensuite, ce processeur, c'est un peu la même chose que le processeur Intel, qui reconnaît 256 causes d'interruption. Donc, les causes d'interruption sont au nombre de 256. Et vous avez le vecteur, la table d'interruption, le vecteur d'interruption, qui a la forme qui est indiquée par la figure suivante. Donc, voici le vecteur d'interruption. Donc, ce que vous avez 256 causes d'interruption, numérotées de 0 jusqu'à 255. Et ce que vous avez là, les différentes adresses associées, ça veut dire que la cause d'interruption 0, son vecteur d'interruption, il est à l'adresse 0. La cause d'interruption 1, son vecteur d'interruption, il se trouve à partir de l'adresse 4. Et la cause 2, c'est à l'adresse 8, et ainsi de suite. Vous avez jusqu'à la dernière
255 qui se trouve à l'adresse 1020. Alors, on vous dit que le vecteur d'interruption, qu'est-ce qu'il contient? Ça veut dire que ici, vous regardez ici, par exemple, pour la cause 0, ça va occuper, puisque la cause 1 occupe à partir de l'adresse 4. Donc la première, qu'est-ce qu'elle occupe? Elle occupe l'adresse 0, 1, 2 et 3. Donc ça, c'est en termes d'octets. Ça veut dire qu'elle va occuper 4 octets. Et chaque cause d'interruption va occuper 4 octets. Et donc ces octets, qu'est-ce qu'ils vont contenir? Donc on vous le dit dans le texte, contient le compteur ordinal. Donc là, pour chaque cause, vous avez le compteur ordinal et qui correspond effectivement à la routine associée et suivi, bien entendu, du PS. Alors, on vous dit aussi chacune des 8 causes parmi les 256, il y a 8 causes d'interruption qui sont reliées à des causes externes. Ce qu'on a vu, par exemple, dans l'exercice précédent, c'était les 6 causes externes. Ici, on va voir 8 causes externes. Donc, chacune de ces causes possède un numéro d'interruption et qui correspond à sa priorité. Donc là, ça veut dire que vous avez toujours cette histoire de priorité qui existe, qui est manipulée dans les systèmes réels, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que quand tu reçois plusieurs signaux, lequel traiter en premier, c'est grâce à la priorité qu'on arrive à réaliser ça. Alors, on vous dit que comment les choses vont se faire pour la prise en charge de l'interruption. Une interruption de ce type arrive de la manière suivante. Alors, quand il y a une interruption, voici ce qui va se passer. C'est ce qu'on a vu dans l'exercice 2, d'une autre manière. Et donc, chaque exercice, effectivement, vous avez je dirais, le protocole d'interruption qui est mis en œuvre. Donc, regardez ce qui se passe. L'unité centrale nous reçoit un signal d'interruption que si le numéro de celle-ci est supérieur à la valeur du masque d'idée qui se trouve dans le PS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis un système de priorité au même titre que l'exercice précédent. Et donc, automatiquement, vous avez chaque interruption qui est identifiée de 0 jusqu'à 7. Donc, automatiquement, s'il y a une interruption qui va arriver, on va voir la valeur du masque d'idée. Si le numéro de l'interruption est supérieur au masque d'idée, elle peut intervenir. Sinon, elle ne peut pas intervenir. Alors, ensuite, l'unité centrale qui envoie un signal d'acquittement au composant qui a interrompu, ça veut dire pour lui dire à un moment donné, parce que d'une manière, je dirais hardware, ce qui se passe, l'organe qui veut intervenir, qui veut interrompre, il envoie un signal, et donc dès que son signal est pris en charge, automatiquement il y a un acquittement qui lui est envoyé pour lui dire c'est pas la peine d'envoyer le signal, ta requête elle est prise en charge, et donc le système va prendre en charge ce signal d'interruption. Ensuite, dès qu'on lui envoie je dirais l'acquittement, le composant envoie alors le numéro de son vecteur d'IT. Parce qu'on avait dit que chaque interruption, elle a un vecteur d'interruption dans la table qui a été décrite tout à l'heure. Et donc, on avait dit qu'il y a 256 causes d'interruption possibles. Nous, on s'intéresse uniquement à ces 8 interruptions d'organes externes. Et à chaque fois qu'il y a l'organe qui a interrompu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son numéro d'IT au processeur central. Ensuite, l'unité centrale récupère ce numéro et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va empiler dans la pile système le PC et le PS du programme courant. Ça veut dire que le programme qui était en train de s'exécuter, le PC et le PS, ils vont être empilés dans la pile système. Et ensuite, l'unité centrale, elle positionne le bit S du PS à 1.
Alors, ça, c'est pour dire qu'effectivement, on va passer au mode noyau pour dire qu'on est en train de traiter les routines d'interruption. Et le masque d'ité a la valeur correspondante au numéro d'ité récupéré en 1, puisque chaque interruption, elle a un numéro. Et donc, automatiquement, elle va mettre dans le masque d'ité la valeur de la routine qui a interrompu. Et ensuite, on vous dit, l'unité centrale se branche sur la routine d'ité correspondante. Donc ça, c'est le protocole d'interruption qui est réalisé au niveau du processeur central avec toutes les données qui sont fournies. Alors, à partir de là, les questions vont arriver. Donc, la première question, c'est expliquer comment le système se branche vers la routine d'interruption. La deuxième, donner le corps d'une routine d'interruption. Et donc, quand on donne le corps, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a vu dans l'exercice précédent. C'est-à-dire, vous êtes obligé de donner le début et la fin, particulièrement le début et la fin de la routine d'interruption. Pourquoi? Parce que le traitement, on ne sait pas ce qu'il fait l'organe externe. Donc, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus ce phénomène d'interruption avec particulièrement cette partie de sauvegarde de contexte et de restauration de contexte. Ensuite, la question qui vient ensuite, donner les valeurs de masque d'ité du PS pour les 8 causes d'interruption. Donc, c'est un peu l'équivalent des valeurs qu'on a vues avec RM dans l'exercice précédent. Et on va avoir une question un peu particulière ici. Comme on a vu dans l'exo précédent, il y avait une faille. Alors ici, c'est un peu l'inverse, il n'y a pas de faille. On vous dit discuter de l'absence dans le MC68000 d'un mécanisme de désactivation globale des interruptions. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas ce qu'on a vu dans l'exercice 2. Dans l'exercice 2, il y avait cette instruction ACT et DOR qui permet d'activer et de désactiver le système d'IT. Et pourquoi? Parce que dans ces systèmes-là, on prend le soin de désactiver le système d'IT pour permettre de réaliser la sauvegarde du contexte ou bien de réaliser la restauration du contexte. Parce que si on n'a pas encore sauvegardé le contexte, etc., et qu'il y a une interruption, en général, il y a un risque de perdre le contexte. Et c'est pour ça, dans la majorité des systèmes, automatiquement, vous avez ce mécanisme qui permet effectivement de désactiver le système d'IT pour permettre justement à la routine de réaliser la sauvegarde du contexte. Et donc là, vous voyez que j'ai dit que c'était un autre cas qui est légèrement différent par rapport à l'exercice précédent qu'on a traité. Et donc, ce qui vous donne le soin de réfléchir autrement pour dire cette situation, elle est différente. Alors, vous voyez que la solution, même s'il y a ce mécanisme, cette absence de mécanisme d'activation et de désactivation, vous savez que les machines Macintosh, elles existent bel et bien. Et ça fonctionne le plus normalement du monde. C'est-à-dire que on a déjà une partie de la réponse. On sait que ce mécanisme de désactivation n'existe pas, mais ça marche. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réfléchir pourquoi, en dépit de l'absence du mécanisme de désactivation, le système fonctionne toujours. Et donc là, ça veut dire qu'il faut focaliser votre réflexion dans ce sens. Bon, alors, on va reprendre la solution. Donc, après avoir présenté je dirais les éléments de notre exercice, et je répète, il faut toujours lire et bien comprendre le texte pour pouvoir en tirer les données qui existent afin de trouver la solution.
Alors ici, on vous dit expliquer comment le système se branche vers la routine dictée. Puisque dans le protocole, on a donné un certain nombre d'étapes, et à la fin, on dit que le système se branche vers la routine dictée. Donc là, ça veut dire quoi? On vous demande de donner la solution explicite, c'est-à-dire exactement comment se fait le branchement du programme interrompu vers la routine d'interruption. Alors, si vous regardez le texte, c'est ce que j'ai dit tout le temps, c'est la solution, elle est dans le texte. Donc, si on revient juste dans notre exercice avec les données qui sont fournies, vous allez voir que effectivement les éléments de réponse existent dans le texte. Alors, regardez ce qui se passe. Il y a un signal d'interruption. Donc, bien entendu, il ne se passe que si la valeur du masque unité est supérieure à celle qui se trouve dans le PS. Donc ça, c'est quoi? C'est juste le principe de priorité, pour dire qu'une interruption ne peut interrompre que si son numéro est supérieur à celui du PS. Alors, ensuite, il envoie le signal d'acquittement à l'unité centrale pour lui dire c'est OK, j'ai reçu votre signal. Alors, regardez ce qui se passe. Le composant envoie alors le numéro de son vecteur dit T. Donc, il va envoyer son numéro vers le processeur central. Alors, juste après, l'unité centrale, elle récupère ce numéro et elle va empiler dans la pile système le PC et le PS du programme courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est en général, dans la littérature, c'est ce qu'on dit, le PC et le PS. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit contexte. C'est-à-dire, le contexte, c'est l'ensemble des valeurs des registres et des ressources qui sont utilisées. Le petit contexte, c'est quoi? C'est juste le PC et le PS. Et donc ça, ce PC et ce PS, dans ce système, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, automatiquement, on va le sauvegarder dans une pile, ce qu'on appelle la pile système. Parce qu'en général, vous avez toujours ce qu'on appelle la pile d'exécution qui est utilisée pour réaliser l'exécution des processus. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Et juste après, elle va positionner le PS à 1 pour dire que je suis en train d'exécuter des routines d'introduction, c'est-à-dire je passe au mode noyau. Et bien entendu, le masque dicté à la valeur correspondante au numéro récupéré en 1, c'est quoi? C'est le numéro de la routine qui a interrompu. Ça, on le met ici. Pourquoi? Pour imposer, je dirais, un ordre de priorité. Parce que par la suite, quand cette routine elle va s'exécuter, une autre routine ne peut pas l'interrompre si son numéro est inférieur au numéro courant, c'est-à-dire de celle de la routine qui est en cours d'exécution. Et du coup, ça permettra d'imposer un ordre de priorité automatique. Et ensuite, on vous dit l'unité centrale se branche sur la routine correspondante. Donc ça, la question c'est quoi? C'est on veut clarifier cette dernière étape, c'est-à-dire comment on arrive à se brancher vers la routine d'interruption. Donc, dans ce cas précis, c'est le branchement. Il suffit d'analyser un peu les choses. Alors, la routine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie son numéro du vecteur d'interruption au niveau de le numéro de son vecteur d'interruption. Donc, ce numéro, à vrai dire, qu'est-ce qu'il indique? Puisqu'on avait dit, là, si je reprends je dirais, le texte tel que je l'ai défini tout à l'heure, on avait, regardez ici, vous avez la correspondance entre le numéro du vecteur d'interruption et les adresses, je dirais, de mémoire qui sont utilisées. Donc, vous avez la cause 0
elle correspond à quoi? Elle correspond à l'adresse 0. La cause 1, elle correspond à l'adresse 4. La cause 2, elle correspond à la case 8. Et ainsi de suite. Donc, si vous analysez cette figure, et la cause 255, elle correspond à l'adresse 1024. Donc, si vous analysez ça, c'est pour ça que j'ai dit qu'à partir du texte, vous avez en général les éléments de la solution. Donc, quelle est la relation qui existe entre la cause d'interruption et l'adresse mémoire associée? Donc, si vous voyez ce texte-là, oui, Hamdi m'a donné la bonne réponse. Donc, si vous voyez que le numéro et l'adresse, c'est quoi? C'est 4 fois le numéro. Ça veut dire que si tu veux trouver l'adresse correspondante à la cause d'interruption, il suffit de multiplier le numéro par 4. Donc, ça te permettra effectivement d'avoir cette correspondance, je dirais, entre la cause d'interruption et l'adresse mémoire exacte. Ça veut dire que quand tu as ce numéro, tu peux obtenir l'adresse. Cette adresse, qu'est-ce qu'elle contient? Donc, cette adresse qu'on calcule, elle va contenir quoi? C'est dit dans le texte. Non, elle ne contient pas Saoudi, elle ne contient pas le programme d'interruption. Elle contient effectivement ce que dit Brahma, c'est l'adresse de début de la routine d'interruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une autre manière, comme le dit Jabri, c'est CO. Ça veut dire qu'il va contenir CO de la routine associée. Et donc, à partir de ce numéro, je peux retrouver le CO de la routine. Donc, si je retrouve le CO de la routine, c'est très simple. Il suffit de mettre cette valeur dans le compteur ordinal, et donc, automatiquement, je vais me brancher directement vers la routine, je dirais, d'interruption. Et donc ça, vous voyez qu'à partir du texte, on a pu l'analyser, voir un peu les données qui sont fournies. Bien entendu, il y a les concepts de cours qu'on doit connaître pour savoir c'est quoi un CO, c'est quoi un PS, etc., c'est quoi un vecteur d'interruption, tout ça. Ça nous permettra effectivement de tirer je dirais, de tirer l'information. Et donc, effectivement, dans ce vecteur d'interruption, on a le petit contexte, c'est-à-dire on a le PC, tel que c'est indiqué ici, pour ne pas utiliser le terme CO, j'utilise le PC, puisqu'il indique le compteur ordinal, et le PS. Ça veut dire que chaque vecteur d'interruption, il comporte 4 octets. Ces 4 octets, comment ils sont utilisés? Ils sont utilisés comme suite. Les 2 octets pour PC et les 2 octets pour PS. Et donc ça, c'est ce qui permettra d'avoir le petit contexte de la routine d'interruption. Et donc, du coup, si je veux me brancher vers la routine d'interruption, donc la solution, elle est toute indiquée et toute faite. Il suffit de charger le registre compteur ordinal par la valeur associée. Cette valeur associée, c'est quoi? C'est de faire cette correspondance qu'on a vue d'après le texte. Chaque cause, elle a une adresse associée. Et donc, si j'analyse les valeurs qui sont données, donc je vois qu'il y a une correspondance ou bien ce qu'on appelle une relation de récurrence qui existe entre chaque cause d'interruption et l'adresse qui lui est associée. Donc, si j'ai une interruption de niveau I, automatiquement, l'adresse de son PC, elle se trouve à l'adresse I x 4. Et donc, pour pouvoir se brancher,
il suffit de mettre dans le compteur ordinal, qui est nommé par PC, j'utilise la terminologie du texte, donc il suffit de mettre dans PC le contenu de l'adresse i fois 4. Donc si la routine, c'est la routine i, puisque j'ai 8 routines possibles, donc je prends une routine quelconque, je la désigne par un numéro i, donc automatiquement, il suffit de mettre le contenu de i fois 4 dans PC. Et c'est ça qui permet effectivement de faire le branchement d'un programme interrompu vers la routine d'interruption associée. Et donc ça, comme ça, on a pu répondre à la première question qui consiste à dire comment se fait explicitement le branchement vers la routine d'interruption. Alors, la question suivante, c'est donner le corps d'une routine dictée quelconque. Ça veut dire que principalement, vous devez donner le corps du début de la routine et de la fin de la routine. Donc, on a vu ça en cours que le début d'une routine, c'est quoi? Ce n'est autre que la sauvegarde du contexte. Et la fin de routine, c'est la restauration du contexte. Et ça veut dire que là, on est amené à écrire la sauvegarde du contexte et je dirais, la restauration du contexte. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, à votre avis? Oui, c'est vrai qu'on écrit la sauvegarde du contexte et la restauration du contexte, mais la question est plus claire, c'est de dire, ça sauvegarde le contexte, c'est quoi? Donc tu dois expliciter la solution. Parce qu'on sait que toutes les routines sont de la même forme. Tu as sauvegarde du contexte, traitement et restauration du contexte. Dans l'exercice précédent, on a vu ce qu'il fallait faire dans la sauvegarde du contexte, ainsi que la restauration du contexte. Ici aussi, on doit expliciter qu'est-ce qu'on doit faire dans la sauvegarde du contexte et dans la restauration du contexte. Hamadesh, non, c'est mettre dans la pile, c'est déjà fait. Le PC et le PS, ils sont déjà stockés dans la pile. Donc, c'est ce qu'on, si tu as suivi le texte, on dit que on met PC et PS dans la pile automatiquement. Ça veut dire que ça, c'est déjà fait. Et donc, ça veut dire que la sauvegarde du PC et PS, elle est déjà faite, puisqu'on les a sauvegardés dans la pile. Hamdi, c'est pas la peine de faire le branchement. Le branchement, il est déjà fait, puisque c'est la question précédente. Donc, le système, d'une manière automatique, il va se brancher vers la routine d'interruption. Ça veut dire que quand on parle de la sauvegarde de contexte, ça veut dire qu'on y est déjà dans l'interruption. On est à l'intérieur de l'interruption, donc dans le corps de la routine d'interruption. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans cette partie sauvegarde de contexte et restauration du contexte. Et là aussi, la solution, elle est tirée, je dirais, elle est tirée automatiquement du contenu du texte. Donc, les éléments de réponse, elles existent déjà au niveau du texte. Non, mettre à jour le masque, c'est pas la peine parce que c'est déjà fait. Donc, si tu analyses, Zachary, si tu analyses le texte, c'est déjà mis parce que regardez, le numéro
dans le protocole, à un moment donné, le numéro de la routine, il est mis dans le masque du PS automatiquement. Ça veut dire que ça, il n'y a rien à faire. C'est déjà fait. Dépiler CO, non, tu ne peux pas dépiler CO. CO, si tu le dépiles, ça veut dire que tu vas revenir au point de départ. Donc ici, il s'agit d'écrire la partie sauvegarde du contexte. Je vais peut-être vous étonner un peu en disant que la solution, elle est triviale. Parce que visiblement, vous ne lisez pas le texte correctement. C'est-à-dire, quand vous lisez le texte, vous n'essayez pas d'être très attentif et très précis. Je vais faire exprès, je reviens au texte. Et vous allez voir que la solution, elle est directement liée au texte. Et c'est quelque chose qui est quasiment trivial. Alors, regardez, lisez le texte. Qu'est-ce qui est dit ici, dans le premier paragraphe? Donc, si vous lisez ce texte attentivement, donc il faut souligner, je dirais, cette phrase. Le contexte d'un programme s'exécutant sur le MC68000 est constitué de 16 registres généraux R0 jusqu'à R15 du compteur ordinal et du mot d'état du processeur. Ça veut dire que là, vous pouvez écrire déjà un truc à côté pour dire quoi? Contexte égale l'ensemble des registres 0 jusqu'à R15, PC et PS. Là, je suis dans la routine. Ça veut dire que je dois sauvegarder le contexte. C'est ça, dans la routine. C'est ce qu'on fait. Pour sauvegarder le contexte, ça veut dire quoi? Tu vas sauvegarder tous les éléments du contexte. Or, ici, le contexte, il est bien défini, il est clair. C'est le registre de R0 jusqu'à R15 et le registre PC et PS. Alors, ça veut dire que dans la sauvegarde du contexte, je dois sauvegarder PC et PS. Je dirais, c'est pas la peine de le faire. Pourquoi? Parce que dans le protocole, c'est déjà fait. Puisque dès qu'il y a une interruption, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, si vous voyez le protocole qui est donné dans l'unité centrale, regardez ce qui se passe. Dans l'étape 4, vous avez automatiquement le PC et le PS du programme interrompu. Donc, ce qui est fait, le système empile, donc récupère ce numéro et empile dans la pile système le PC et le PS. Donc, si on met dans la pile le PC et le PS, ça veut dire qu'ils sont sauvegardés, parce que la caractéristique de la pile, il n'y a aucun risque d'écrasement, ce qui n'était pas le cas de l'exercice précédent. Donc, dans l'exercice 2, le PC, c'est-à-dire le compteur ordinal, était sauvegardé à l'adresse 0, donc il y avait un risque d'être écrasé. Ici, il est sauvegardé dans la pile. Ça veut dire qu'il n'y a aucun risque d'écrasement. Pourquoi? Parce que ça, c'est le fonctionnement de la pile. Et donc, pour le PC et le PS, il n'y a aucun risque. Ils ont été déjà mis dans la pile système. Donc, dans le contexte, qu'est-ce qui me reste? On avait dit que le contexte, c'était les registres de R0 jusqu'à R15, plus PC et PS. PC et PS sont déjà sauvegardés dans la pile. Donc, il n'y a aucun risque. Je n'ai pas besoin de les sauvegarder une deuxième fois. Donc, ce qui va rester, c'est juste les registres de R0 jusqu'à R15. Et donc, automatiquement, la solution qui consiste à réaliser la sauvegarde du contexte, ça consiste tout simplement à sauvegarder les valeurs des différents registres qui sont au nombre de 16, c'est-à-dire les registres de R0 jusqu'à R15. Et donc, automatiquement, dans la solution, ça consiste à donner la sauvegarde explicitement le corps de la routine, c'est de sauvegarder les valeurs des registres, toutes les registres
Donc R0, je le mets dans SR0 qui veut dire sauvegarde de R0. R1 de la même manière, R2 jusqu'à R15. Donc la sauvegarde du contexte, c'est uniquement ces actions-là que je dois mettre. D'une manière aussi similaire, donc il va y avoir le traitement, et à la fin, qu'est-ce que je mets? Pour restaurer le contexte, il suffit de restaurer ces valeurs-là, donc les différentes valeurs, et bien entendu, il y a une instruction RTI qui permet de récupérer les valeurs des registres PS et PC. Et donc, c'est comme ça que je fais la restauration du contexte. Parce que cette dernière instruction, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de récupérer les valeurs de PS, on va dire dans cet ordre-là. C'est PS, ensuite PC. Elle permet de les récupérer dans le registre physique et ça permettra de revenir au point qui était interrompu. Et donc, automatiquement, de réaliser cette sauvegarde et cette restauration. Alors, Brahma, je te réponds en disant que tu n'as pas besoin de désarmer les interruptions de niveau inférieur. Pourquoi? Parce que ça a été fait dans le protocole. Dans le protocole, on te dit qu'on récupère le numéro, ce numéro, on va le mettre dans le masque d'IT. Donc, automatiquement, ça, c'est un moyen de désarmer les autres interruptions. Pourquoi? Parce qu'une interruption, quand elle arrive, il faudrait toujours que son numéro soit supérieur à celui qui se trouve dans le PS. Et donc, comme on a mis le numéro de la routine qui a interrompu, une nouvelle interruption qui veut interrompre, elle pourra le faire que si son numéro est supérieur à celui qui se trouve dans le masque de PS. Et c'est pour ça que ce masquage, il se fait d'une manière automatique, parce que dans le protocole de l'interruption, il est pris en charge. Et donc ça, c'est pour expliciter la solution. Donc vous voyez que la solution, on la tire effectivement, on la tire automatiquement du texte. Donc il suffit de retenir dans le texte, on vous a dit c'est quoi le contexte. C'est exactement ces registres. Ça veut dire sauvegarde, c'est la sauvegarde de ces registres-là. La restauration, c'est la restauration de ces registres. Donc effectivement ici, dans la sauvegarde, on n'a pas fait la sauvegarde de PC et PS. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déjà sauvegardés dans la pile. Par contre, au niveau de la restauration, on doit les récupérer grâce à l'instruction RTI qui permet de récupérer les deux registres. Alors ensuite, on a la question suivante. Discuter de l'absence de mécanismes d'activation et de désactivation globale. Ça veut dire que je n'ai pas un mécanisme qui permet de désactiver le système d'IT et de l'activer, tel que je l'ai vu dans l'exercice 2. Alors, ça, Hamadash, oui, tu parles de RTI. Alors, RTI, c'est quoi? C'est une seule instruction qui est indivisible. Et l'idée, elle fait quoi? C'est son effet, tu peux le voir. Donc, RTI, tu peux mettre le symbole équivalent à dépiler dépiler PS et dépiler PC. Donc, mettre dans PS la valeur de tête de la pile, tu la récupères. Ensuite, PC, tu dépiles encore la pile, et donc ça te permettra de retrouver PS et PC, sauf qu'on le fait d'une instruction indivisible. Pourquoi? Parce que ça permettra d'éviter qu'il y ait une interruption entre les deux. Donc, les deux, c'est une instruction indivisible. C'est pour ça que dans beaucoup de systèmes, on les a mis dans une seule instruction qui est RTI. Donc, RTI qui veut dire Return from Interrupt. Donc, c'est le retour d'une interruption. Donc, quand on veut retourner d'une interruption, on récupère le PS et le PC en une seule action. Cette action, c'est RTI. Alors ici, on discute, on dit qu'il n'y a pas de mécanisme. Mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que je ne désactive pas. Parce qu'en général, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la phase de sauvegarde du contexte ou bien de restauration de contexte, dans quasiment tous les systèmes, le système d'IT est désactivé. Pourquoi? Pour permettre
un retour ou un aller qui est sécurisé. Alors ici, il n'y a pas de mécanisme de désactivation du système d'IT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant l'exécution de la routine d'interruption, tu peux avoir, je dirais, une interruption qui va arriver. Et donc ça, c'est si tu peux avoir une autre interruption, donc je vais revenir à la solution qu'on a donnée tout à l'heure. Donc ici, regardez, ça veut dire que ici, tu es dans une routine d'interruption. Imagine que j'ai sauvegardé R0 et R1. Et juste après la sauvegarde de R1, il y a eu une interruption. Donc je suis dans les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il y a eu une interruption de niveau supérieur qui a pu intervenir. Et donc automatiquement, on va réaliser une interruption. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Ben, la solution, la réponse, elle est immédiate. Effectivement qu'il n'y a pas de risque. Mais je dois justifier qu'il n'y a pas de risque. Donc, imaginez que j'avais dit, j'ai sauvegardé uniquement R0 et R1, et ensuite, il y a eu une interruption. Donc, automatiquement, ici, le problème, il ne se pose pas. Pourquoi? Parce que là, à un moment donné, vous pouvez prendre le même exemple, c'est-à-dire le même scénario que j'ai présenté pour l'exercice 2. C'est-à-dire, tu as un programme utilisateur, ensuite, tu as la routine, une première routine I, par exemple, qui va intervenir. Et pendant que cette routine I intervient, il va y avoir une routine J de niveau supérieur qui va intervenir. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de risque. Alors, ici, dans le contexte, ça veut dire que la routine I, quand elle intervient, elle va essayer de sauvegarder le contexte du programme utilisateur. Donc, le programme utilisateur, son contexte, on avait dit que c'était PC et PS, plus les registres de R0 à R15. Moi, à ce niveau-là, j'ai donné le scénario, j'ai sauvegardé uniquement R1 et R0. Et il y a eu une interruption. Ça veut dire que je dis que je risque de perdre le contexte. À vrai dire, quel contexte à ce niveau-là? Je parle de quel contexte exactement? Si vous avez suivi ce raisonnement, quel est le contexte qui risque d'être perdu? La question, elle est simple. Hein? Souhail, oui, effectivement, c'est la bonne réponse. C'est le contexte du programme utilisateur. Parce que c'est quoi? S'il y avait le programme utilisateur, il y a une interruption I. Ça veut dire qu'est-ce que je sauvegarde? Je sauvegarde le contexte du programme interrompu. Donc, au niveau de la routine I, je vais sauvegarder le contexte du programme interrompu. Or, il s'avère, dès que j'ai commencé, il y a eu une interruption de niveau supérieur. Donc, je dis qu'il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce que j'ai sauvegardé uniquement une partie et le reste, je ne l'ai pas fait. Mais je dis qu'il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce que l'interruption J qui va interrompre, elle-même, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a la même morphologie. Elle commence par la sauvegarde du contexte, le traitement et la restauration du contexte. Donc, les registres que je n'ai pas encore, je dirais, sauvegardés, je ne l'ai pas fait dans I, ça va être dans J qui vont être faits. Parce que dans J, je vais retrouver la même chose. Sauvegarde de R0, sauvegarde de R1, de R2, jusqu'à R15. Et donc, automatiquement, ce qui n'a pas pu être fait dans I, il va être fait dans J. Et donc, le contexte va être bel et bien sauvegardé. Et du coup, automatiquement, je n'ai aucun risque concernant mon système, je dirais, de l'absence de mon système de désactivation et d'activation globale, parce que le contexte, s'il n'a pas été sauvegardé au niveau I, il va être sauvegardé au niveau J, et donc automatiquement, je préserve le contexte du programme utilisateur, et ça me permettra toujours, au retour, de restaurer ce contexte et de permettre effectivement de réaliser la sauvegarde de ce contexte. Pour le petit contexte, j'avais dit qu'il n'y avait aucun problème. Pourquoi? Parce que
ce contexte-là, ce petit contexte, il est sauvegardé dans la pile, et donc on sait que la pile, il n'y a pas de risque d'écrasement des valeurs, donc qui sont PS et PC, qui sont restaurées. Et de la sorte, effectivement, mon système fonctionne bel et bien. Pourquoi? Parce que j'avais dès le départ cette condition qui dit que le contexte, c'est uniquement le contenu des registres R0 à R15 plus PC et PS. Donc ça, c'est ce qui fait que les choses font correctement, et je n'ai pas de problème concernant mon système. Et donc, concernant la question qui permet de dire les valeurs de masque, c'est les différentes causes, c'est-à-dire vous avez des valeurs des 3 bits, donc c'est la composition des 3 bits, et la combinaison des 3 bits, c'est vous avez 0, 0, 0, ensuite 0, 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à la valeur 7 qui correspond aux 3 bits positionnés à 1. Donc ça, c'est les valeurs du masque d'IT qui est utilisé dans le PS. Et là, vous voyez, à travers ça, on a présenté 2 modèles qui étaient, dont l'esprit, c'est le même. Donc, si vous regardez l'esprit, vous avez la sauvegarde du contexte, vous avez la restauration du contexte, vous avez aussi un système de priorité grâce au masque, mais implanté d'une manière différente. Vous avez les instructions qui permettent de réaliser la sauvegarde du contexte, sauf que vous avez une différence fondamentale. De l'un, vous avez la sauvegarde, vous avez l'activation et la désactivation du système d'interruption. Dans le deuxième exercice, vous ne l'avez pas. Dans le premier, le contexte, c'était un ensemble, je dirais, quelques registres qui sont modifiés, et vous avez des sauvegardes à des adresses fixes, donc il fallait prendre la peine de sauvegarder une deuxième fois pour permettre de ne pas perdre la valeur. Et donc ça, c'est à travers les 2 exercices, vous avez vu un système d'interruption, mais selon 2 volets qui sont différents. Chacun a son contexte particulier, donc on a utilisé les données liées à ce contexte, ce qui nous a permis d'écrire la solution. Donc sur ce, on s'arrête, et donc vous essayez de revoir le truc et les exercices. Si vous avez des questions par la suite, à la prochaine, on pourra en discuter ensemble sur le contenu des solutions qui ont été fournies.